l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais Sous tension. connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque. La semaine dernière, nous avons eu le plaisir de retrouver Camille de Toledo, écrivain, artiste et penseur des mutations de notre temps. Nous avons longuement échangé sur son engagement avec l'Internationale des rivières, ce processus collectif qui repense les fleuves comme des entités vivantes dotées de droits, et notamment la Loire comme premier sujet juridique naturel en France. Cette semaine, nous poursuivons notre conversation en nous plongeant dans son dernier livre, Au temps de ma colère, paru aux éditions Verdier en août 2025. Un texte intimement politique où Camille revisite ses 25 ans, cette période de bouillonnement du début des années 2000, entre espoir altermondialiste et effondrement des grandes utopies. Un livre en fragments, mémoire, poésie, révolte qui interroge. Que faire de cette colère ? Comment la transformer en matière créatrice plutôt qu'en ressentiment ? C'est ce chemin entre rage et recomposition que nous explorerons aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour. Alors dans Au temps de ma colère, vous revenez sur ce jeune homme de 25 ans que vous étiez au début des années 2000. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier qui vous a poussé justement à vous replonger dans vos écrits de jeunesse pour comprendre cette rage ? Je pense qu'il y a surtout une chose que je peux partager, c'est que je vis avec deux noms. Je suis né Alexis et en fait ça a créé une sorte de double. La vie s'est dédoublée et il y a aussi eu des grandes césures dans ma vie, le départ pour Berlin, mais le deuil, les deuils à répétition dont je me servais dans Thésée pour écrire Thésée sa vie nouvelle. En fait, et donc ces différentes coupures, césures, fractures, départs, séparation, deuil, etc. En fait, ça crée une sorte d'ailleurs, il y aurait plusieurs dédoublements. Et c'est comme si la relecture du livre de l'enfant, parce que je l'appelle l'enfant, moi je trouve que quand on arrive, on arrive à un certain âge, on regarde, on se voit à 20 ans, on se dit waouh. On se pensait adulte ou on se pensait jeune adulte et en fait on était un enfant et d'ailleurs dans l'enfant il y a aussi plus de tendresse dans le regard. Regardez sur que ce mot de l'adolescence qui est chargé autrement en fait, sémantiquement et poétiquement c'est chargé autrement l'adolescence et justement ça marquait peut-être plus du temps de la rupture ou parfois d'ailleurs des difficultés, des traversées qui sont complexes. Et donc l'enfant c'est ça, c'est regarder l'enfant qu'on a été et en fait pour moi c'était aussi un enjeu très très profond de réalignement, de recoller en fait. D'ailleurs tu parlais de ce livre en fragments, mais c'est un livre en fragments qui pourtant se lit de manière très très je crois, enfin je ne me trompe pas en disant continue et fluide, c'est-à-dire que je cherche une fluidité, une continuité, un peu comme une rivière d'ailleurs. Je cherche une fluidité malgré toutes les césures, les coupures, les changements de nom. Moi il y a eu aussi une conversion, il y a une transformation d'inscription, je parlerai de matrice narrative, quoi. Je change je me suis, voilà, même y compris socialement, enfin vraiment de cassure avec le milieu où j'ai grandi, enfin, avec des trucs assez durs du point de vue de l'histoire familiale. Et donc tout ça fait que là, j'arrive à un moment où voilà, j'avais envie de réaligner ces différentes vies et de dire, de reconnaître que l'enfant a eu cette vie, il a eu une vie, que ses choix continuent d'avoir du sens aujourd'hui. Et j'espère, parce que j'aime pas trop moi juste m'occuper de l'intime, j'espère surtout que cette reconnexion me permet ou me donne l'occasion de faire le lien entre la fin du XXe siècle et le début de notre XXIe siècle, entre les 20 dernières années du XXe siècle et les 20 premières années du XXIe siècle, et notamment en termes de porteurs d'espoir ou de transformation. Parce que ça m'a chagriné de voir que les luttes politiques qui ont émergé avec Fridays for Future et des personnes comme Greta Thunberg, etc., n'avaient pas la mémoire de ce qui s'était joué dans les luttes altermondialistes, en fait. C'est comme si les luttes surgissaient dans l'oubli de celles qui avaient été menées, alors qu'à mon avis, elles sont vraiment très, très liées. Aujourd'hui, j'entends le terme de fluidité. Moi, quand je couvrais les mouvements zapatistes, enfin, je pense qu'on aura le temps d'y revenir, mais il y avait aussi ce terme de fluidité des luttes. Enfin, donc, en fait,
c'était un peu comme ça, une envie de recréer du lien, notamment d'ailleurs avec mes enfants en fait, qui sont aussi très dans différentes luttes politiques, ma fille. Comment est-ce qu'on crée du lien voilà, entre les âges? C'est une de mes grandes questions. Ce que je vous propose, c'est de lire justement un extrait de Au temps de ma colère. Mais c'est insupportable, il aurait dû écrire, s'il avait osé parler de sa blessure, de son handicap. C'est insupportable, car le monde matériel ne disparaît pas. La douleur est là, elle frappe partout. Elle est dans les corps, mais aussi à nos fenêtres, sous la forme d'ouragans, de tempêtes, de diverses catastrophes. Car il y a deux chemins qui ne se rencontrent plus, il aurait dû écrire, s'il avait eu les idées claires. D'un côté, le triomphe général d'un récit, de la scène qui organise ce récit, et de l'autre, la vérité, je dirais même le verdict des blessures du monde. Et moi qui pensais en le relisant apaiser l'enfant, en vérité je m'étonne, depuis l'autre rive, depuis cet âge de père, avec mes 3 gamins nés dans le siècle 9, je me surprends à vouloir là, depuis ce quart de siècle achevé, amplifier la colère, retrouver partout les raisons matérielles pour sortir du langage, faire exploser les fictions qui nous gouvernent pour tout transformer. Alors on va évidemment revenir plus en profondeur après sur les thématiques du texte, mais peut-être pour revenir sur cette mise en miroir en fait de deux narrateurs entre l'enfant en colère de 25 ans et le regard réflexif de l'écrivain d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé en fait dans le processus d'écriture? Comment avez-vous construit ce dialogue entre ces deux temps de votre vie? C'est d'ailleurs à peu près le même protocole que lorsque j'écrivais Thésée, sa vie nouvelle. C'est une confrontation à des archives. En fait, c'est les différents âges du moi. C'est en fait les différents âges d'un sujet. Comment est-ce qu'on les excave? Comment est-ce qu'on les retrouve? Certains vont peut-être un jour accéder ou retrouver des carnets. C'est très fréquent au moment des deuils, lorsqu'on perd sa mère, lorsqu'on perd son père. Et ça nous arrive toutes et tous un jour ou l'autre. Il y a ce moment où en fait, parfois, seulement parfois, il reste des choses qu'on a laissées dans la maison des parents et qui nous sont rendues parce qu'on vide la maison. Voilà, et donc je l'ai fait pour Thésée avec mes morts, avec mon frère, ma mère, mon père, et je m'en suis servi donc pour déplacer dans ce récit autour de ce narrateur et de ce sujet du récit qui est Thésée. Là, j'avais envie de le faire de manière sans doute plus frontale, et c'est pour ça que je nomme le personnage Alexis, parce que ça permet de dire à la fois le dédoublement, de me retrouver enfant, puisque j'étais prénommé comme ça, et on continue de m'appeler parfois comme ça, et surtout de retrouver ce qu'il avait écrit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retrouvé des carnets. J'essaye de me soigner de ça, mais je suis un peu un archiviste. Moi, j'aimerais pouvoir tout garder au cas où ça me sera utile, pas dans une logique, disons, de mémorialisation ou de fixation, de disant le passé est en train de passer, je le conserve, de conservateur, mais plutôt parce qu'en fait le geste de la création, c'est un geste de plus en plus qui va du passé vers l'avenir, qui revient au passé pour aller vers l'avenir, du passé vers l'avenir. Et Au temps de ma colère, c'est écrit comme ça. Au temps de ma colère, c'est écrit comme ça. C'est un retour en fait à ces traces, ce livre, le premier texte. Qu'est-ce que j'écrivais, qu'est-ce que je pensais alors, qu'est-ce qu'il pensait alors. Et puis aussi un truc ça permet les deux noms, ça me permet d'être étranger à moi-même. J'ai une forme d'étrangeté par rapport à ce qui était écrit dans ces années-là. Et voilà, donc ça, on dit le texte, la texture, le textile, tisser. Moi, j'aime bien cette notion de l'écriture comme un travail textile. Voilà, le texte est fabriqué, il est tissé, c'est repriser des mailles, c'est coudre, ça coud en fait. Voilà, j'ai cette conception-là maintenant de l'écriture. Alors justement, vous vous décrivez comme quelqu'un qui aime beaucoup les archives. Dans ce livre, votre colère s'exprime contre les récits dominants de l'époque qui promettaient une paix et une prospérité finalement illusoires. Des récits que les événements ultérieurs, comme la chute des tours du World Trade Center, ont démenti. En quoi Au temps de ma colère constitue-t-il une archive de l'espoir déçu de cette génération? Je ne sais même pas si elle est d'ailleurs... J'essaie maintenant même d'éviter ce mot de génération. J'aime bien, moi, des choses qui sont plus transgénérationnelles, parce que je pense qu'on peut avoir
plusieurs corps à l'intérieur de nos corps. On peut avoir la voix de son père, la voix d'un mère, la voix d'un ancêtre. Donc, mais ce qui est juste, c'est que en retrouvant l'enfant, je retrouve quelqu'un qui a été éduqué dans un monde où il y avait des récits. Et ces récits, et ces grands récits de la fin du XXe siècle, c'était ceux de la fin de l'histoire, qui portaient un certain nombre d'espoirs, qui annonçaient la fin de la guerre, la fin de l'histoire. Enfin, et donc proprement, en fait, une idée qu'il y aurait la démocratie, le marché, et qu'on vivrait dans cette sorte de grand espace aéroportuaire général où on vivrait des vies heureuses, délivrées de la question finalement de l'idéologie, du conflit politique, de la violence, etc. Et je vois aussi que les gens qui ont porté ces récits, alors que j'étais enfant, sont encore là. Et jamais aucun, je n'en ai vu, je crois, mettre un genou à terre en disant on n'a rien compris, ou on n'a rien vu, ou on vivait dans un rêve, dans une fiction. Et moi, je travaille sur ce que j'appelle les habitats narratifs, la façon dont notre espèce vit dans des récits, des histoires. Et donc là, c'était un cas particulier, c'est que moi, enfant, je sentais déjà combien tous ces récits qui étaient faits étaient détachés du monde, de la réalité. Et en fait, c'est une enquête pour essayer de comprendre d'où me venait cette sensibilité, en fait, au chiasme, à l'opposition entre ce qui est raconté de manière médiatique, par des grands vecteurs d'information, et la réalité. Dans l'extrait qui est cité, c'est de la réalité des corps, mais comment est-ce qu'on ne peut pas, dès les années 90, entendre toutes les dissonances cognitives de ce temps-là, déjà, c'est-à-dire le retour de la guerre, les années 90, nous on traverse la guerre en Yougoslavie, c'est déjà le Rwanda, le génocide au Rwanda, c'est les années 90, les premières guerres du Golfe, c'est les années 90, et j'entendais ces gens parler de fin de l'histoire, et moi je me disais, mais en fait, c'est juste la continuation parfaite, totale des différentes histoires de domination, de guerre, et j'en passe, en fait, tout était déjà là. En Europe, l'élection de Jörg Haider en Autriche, c'est déjà la remontée de l'extrême droite. Les mouvements néo-nazis en Allemagne, c'était déjà ça. C'est-à-dire, il y avait des défilés néo-nazis avec des bras tendus. Aujourd'hui, on parle des manifestations dans les centres-villes. En fait, c'était déjà ça. Et moi, j'étais pas aveugle à tout ça. J'étais enfant, dans les 20 ans, mais je voyais tout ça comme toi, comme vous. On peut voir aujourd'hui tout ce qui a lieu. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on sort de ces sortes de fictions pour en penser d'autres, en fait? Parce que je ne pense pas que ce soit un réel qui s'oppose aux fictions qui nous sont racontées. Je pense que ce sont d'autres formes d'envoûtement. Moi, c'est beaucoup ce que j'aime penser de nos actions, c'est qu'on doit proposer d'autres fictions au monde pour contrer les fictions qui nous gouvernent d'une certaine façon. Ouais. Et donc, dès ces années, moi, là, j'étais dans ces... C'était même pas de la désillusion, je voyais que ça n'avait pas lieu, en fait. Et je pense que c'est très important pour repartir, parfois on dit recommencer au XXIe siècle, d'avoir un diagnostic clair sur la fin du XXe siècle. Qu'est-ce qui était là et qui se poursuit, qui continue. Et d'ailleurs, je l'ai dit, j'aimerais bien que Autant de ma colère soit une sorte de déclencheur pour des historiens, notamment, pour un jour raconter la fin du XXe siècle, aussi du point de vue de celles et ceux qui se sont opposés à ce discours de la fin de l'histoire et qui ont réinventé des formes de lutte. Et notamment, c'est là où il y a beaucoup les luttes altermondialistes, zapatistes, etc. Eh ben, la transition est toute faite. Je vous propose d'écouter une chanson une chanson Clandestino de Manu Chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar.
soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك اذا ما تساليت اذا ما تدوز الصبح شوف داك السماء في النور الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد. Alors, on vient d'écouter Clandestino de Manu Chao. Camille de Toledo, pourquoi avoir choisi de nous partager cette chanson? Alors, c'est vraiment la bande-son des cortèges qui ont d'abord été nommés anti-mondialisation, puis altermondialistes, qui est simplement signifié par cette construction altermondiale de à la fois l'internationalisme de leur mouvement et en même temps la volonté de penser le monde autrement. Et donc c'était la bande-son, à tel point que nous on en riait, mais on n'en pouvait plus de Clandestino. C'était trop, quoi. C'était dans tout. C'était comme Bella Ciao, et à un moment donné ça devenait trop. Mais donc moi j'ai quand même des beaux souvenirs où je faisais à l'époque du documentaire et je couvrais ces mouvements qui passaient d'un pays à l'autre, d'un monde à l'autre. C'était très joyeux, avec des cortèges qui venaient des quatre coins et qui mêlaient des mondes, en fait. Je suis pas nostalgique, parce que je combats la nostalgie, mais par contre je me dis il faudrait qu'on arrive à retrouver ça, des convergences de lutte. Je trouve qu'aujourd'hui c'est quand même chacun un peu sur sa cause, alors qu'à l'époque c'était vraiment la grande foire. Il y avait des mouvements féministes, il y avait des mouvements paysans sans terre. Enfin, ça a encore lieu dans les soulèvements de la terre et tout ça. Il y a encore des lieux où ça se recroise, ça se rencontre, ça se mélange. C'est quand même très très joyeux quand c'est ça, hein. Et donc la bande son c'était ça. C'était toutes les chansons de l'album de Manu Chao, et ça n'arrêtait pas. Voilà. Alors le zapatisme a été une source d'inspiration importante justement pour le mouvement altermondialiste de la seconde moitié des années 90, notamment avec la rencontre internationale pour l'humanité et contre le néolibéralisme organisé au Chiapas en 96. Quel rôle ces mouvements ont-ils joué dans votre parcours politique et dans la colère du jeune homme que vous étiez ? Ça, c'était fabuleux. Donc, c'est des moments très, très lumineux, hein. Il y a 94 en Europe, c'est de mémoire, on est en train d'entrer vraiment pleinement dans la guerre civile en Yougoslavie. Il y a eu les premières guerres du Golfe. Et il y a les premières nouvelles du génocide au Rwanda, je pense que c'est 94. Et c'est un peu comme aujourd'hui, je sais pas si les gens qui ont regardé la campagne de New York avec Zoran Mamdani, mais il y a des moments où il y a des bonnes nouvelles dans le monde. Je sais pas, il y a une sorte d'énergie qui est joyeuse, qui est positive, et donc le 1er janvier 94, c'était une nouvelle de l'insurrection zapatiste. C'était incroyable. Dans plein de réseaux dans lesquels j'étais, immédiatement, on a compris que là-bas s'inventait une forme nouvelle de message, en fait. Et le message était le suivant, c'est on laisse tomber, et pour les mouvements en Amérique latine, c'était fort, hein, de laisser tomber la matrice du marxisme léniniste, du combat, de la lutte armée. Et il y avait ce message des zapatistes qui revendiquait d'abord une forme d'autochtonie, donc de lien au monde, de lien à la terre, du Chiapas, qui se battaient contre des multinationales, qui, elles, n'avaient aucun intérêt au lieu, donc elles pouvaient bien le détruire. Et donc, c'était des gens qui rappelaient la vie, notamment des communautés humaines en lien avec ce territoire du Chiapas, mais surtout qui, d'emblée, en appelaient au monde.
Merci beaucoup Camille de Toledo. On va maintenant repasser à un autre aspect de votre livre qui est celui de la question de la colère. Je vais relire un autre extrait de votre livre. Et je creuse encore, toujours, dans la colère de l'enfant. Je retrouve son sentiment d'inadéquation avec le monde des puissants, un écart que j'aimerais apaiser pour le réconcilier avec lui-même, pour lui permettre de passer outre la colère qu'il soulève contre sa propre vie. Peut-on être coupable d'être né ? Vous écrivez sur cette ambiguïté sociale d'appartenir à une case de pouvoir incarnée par votre mère, avec des figures comme Rocard, Fabius, Attali, dans les dîners familiaux. Comment cette colère contre votre milieu d'origine s'est-elle transformée au fil du temps ? Est-elle toujours présente 25 ans plus tard ? Elle est vécue différemment parce qu'il y a eu tellement de deuil, tellement de morts, tellement d'éloignement. Je vis moi donc à Berlin depuis maintenant presque 13 ans. J'ai quitté donc, et j'ai pas tout le temps vécu à Paris, mais j'ai vécu quelques années à Paris. Paris, c'est le lieu du pouvoir en France. C'est le lieu des intrigues, c'est le lieu où le pouvoir s'organise, c'est le lieu où le pouvoir se maintient, se défend. Et donc quitter cette scène en fait, parce que c'est une scène de théâtre, et un écrivain comme Balzac, il l'avait bien compris. Balzac, c'est le théâtre de la France, mais c'est le théâtre, la comédie humaine, c'est un théâtre parisien, ça va vers Paris. Toutes les ambitions vont vers Paris. De quitter ce théâtre-là, en fait, d'abord, ça vous place dans une sorte d'autre lieu qui est un peu hors caste, qui est un peu hors monde. Berlin, c'est une ville refuge. Moi, j'y ai pas d'intérêt, j'y vis comme une sorte avec mes enfants, dans un calme certain où j'ai le temps d'écrire, et puis je pars régulièrement pour aller justement au bord de la Loire ou accompagner des collectifs. Donc en fait, cet éloignement fait que j'ai plus besoin de la colère pour marquer l'écart. Je dis parfois ma vie c'est une requalification généalogique, mais c'est ça, je voulais sortir de ce monde. Tous celles et ceux que j'ai connus dans ce monde sont morts. Aujourd'hui, voilà, il n'y a plus tellement de liens. Je suis en contact plutôt avec des collectifs qui pour moi, recherchent un sens autre. Et c'est une histoire autre d'un transfuge, parce que une linguiste comme Leila Véron a raison de le dire. Je vois bien, les récits qu'on aime, c'est les récits de l'ascension, en fait. C'est-à-dire, vous avez quitté votre classe populaire et vous êtes allé... Mais lorsque les enfants sortent de ParisTech, là, AgroParisTech, ou lorsque les jeunes, en sortant d'école, de hautes écoles, comme HEC ou etc., en fait, disent, en fait, non, je vais pas rentrer dans ce monde-là, en fait, j'en veux pas. Ça fait ponctuellement la une des journaux, mais en fait, je trouve qu'il y a quelque chose là de plus profond, en fait, qui est et très souvent, c'est désolant, c'est vu comme s'il quittait le terrain, le seul terrain, qui serait celui de la lutte pour l'ambition, pour le pouvoir, pour la réussite, pour la performance, pour l'accès. Et ça en dit long, en fait. C'est que on n'entend pas ce message de cette forme-là de dissidence, de dire, en fait, je me retire de cette lutte pour l'ambition, en fait. Ce retrait-là, il n'est pas entendu à sa juste mesure, je trouve. Parce qu'en fait, il dit autre chose. Il dit, en fait, mais c'est même pas une colère contre ce qui est. C'est, en fait, je vais essayer d'organiser la vie autrement, quoi, que simplement perçue comme cette verticale qui va vers l'ascension. Et donc elle a changé, elle s'est transformée. Puis évidemment, après des pertes, des deuils, c'est des opérations aussi de réconciliation qu'il faut faire. Il y a beaucoup de réparation, il y a beaucoup de choses à réparer. Donc aujourd'hui, c'est un peu l'horizon dans lequel j'écris. C'est un horizon de réparation, y compris avec ce monde-là. C'est-à-dire, malgré tout, aimer sa mère, par exemple. Malgré tout ce qui s'est passé, aimer les siens. Même aimer sa propre vie, malgré tout. Aimer son enfance, par exemple. Une chose compliquée, aimer son enfance. Quand on a rompu, quand on est parti. Et je le fais aussi pour mes propres enfants, pareil. Parce que justement, je ne crois qu'à ces dimensions transgénéalogiques. Beaucoup des thérapeutes qui m'ont soigné m'ont dit en fait, tu fais un travail, mais c'est pour ceux qui suivent. Et véritablement, je pense qu'on a chacun notre part à faire dans ce travail de nettoyage karmique. Qu'est-ce qui le Camille de Toledo actuel, 25 ans plus tard, vous indigne le plus dans le monde aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous met le plus en colère ? Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai moi vécu le moment où est sorti ce livre-là, Indignez-vous. Et ça, c'est un long travail, en fait, de sortir de la position de l'indignation, qui est une position d'impuissance, en fait, de stérile. Un des grands enjeux pour moi, même dans le monde intellectuel, qui pour le coup est encore mon monde, où j'ai beaucoup d'amis, ou le monde académique, ou de la recherche, ou autre.
mais traditionnellement, il y a cette position de être critique. Je trouve qu'en tout cas, l'art, la création est le lieu, en fait, on est forcé de dépasser cette position critique, en fait. J'aimerais, en fait, qu'il y ait véritablement une sorte de, à chaque fois, au-delà de la critique, mais vers quoi on tend? C'est pour ça que j'ai beaucoup reposé la question de la loi, en fait. C'est que j'ai même documenté, en fait, ces moments où les mouvements, les luttes se fragmentaient, donc en causes, parfois des causes qui étaient très identitaires mais identitaire de lutte. Hein. Et c'est comme si on n'arrivait plus à instituer un monde à venir, en fait. C'est comme si le monde à venir étant impensable, on était forcé à des positions de retrait, d'indignation, de « ça c'est scandaleux ». Merci beaucoup Camille de Toledo. On arrive sur la fin de cet entretien. Traditionnellement, j'aurais conclu en vous demandant qu'est-ce que vous allez faire demain pour continuer à affronter le monde. Mais là, j'ai plutôt envie de dire qu'est-ce que vous allez faire demain pour continuer à écrire l'histoire. J'allais répondre spontanément prendre des drogues, mais je vais vous expliquer très très vite ce que je veux dire par prendre des drogues. C'est que la fiction pour moi est une drogue. Et la fiction instituante, c'est-à-dire celle qui change le monde ou qui rêve le monde autrement, c'est une drogue. C'est quand tout s'effondre ou quand les mauvaises nouvelles s'accumulent, tout ce que je porte avec les lois à venir, avec les gens avec lesquels je travaille, c'est de rêver le monde autrement. Et ça, c'est d'ailleurs l'espoir. Qu'est-ce que c'est espérer? C'est quitter le présent et être porté par quelque chose qui relève d'un temps à venir. Donc c'est aussi pareil, une sorte de fuite, mais c'est une fuite active. C'est-à-dire en fait, je fuis le présent, mais pour produire des récits qui, j'espère, nourriront des imaginaires à venir. Voilà, ça c'est ma drogue. Merci beaucoup Camille de Toledo. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaieté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Emma Chignara. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.